Bonjour, chers étudiants vétérinaires, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Aujourd'hui, je vais traiter un groupe de bactéries classées au sein de l'ordre des actinomycétales. Il s'agit des corinéformes. Rappelons que c'est le premier cours du deuxième chapitre de la partie bactériologie systématique. Alors, le terme corinéforme regroupe un ensemble hétérogène de bactéries de forme bacillaire à Gram+. En plus du genre Corynebacterium, le vocable corinéforme est utilisé aussi pour désigner d'autres espèces bactériennes anciennement classées au sein de ce dernier genre. Dans le présent cours, nous allons aborder avec détail les espèces suivantes. Corynebacterium pseudotuberculosis, appartenant au genre Corynebacterium, Truperella pyogène, anciennement appelé Corynebacterium pyogène, et enfin Rhodococcus equi, également appelé précédemment Corynebacterium equi. Sur cette diapo, une classification succincte de l'ordre des actinomycétales, autrefois appelé Corynebacterial, est présentée. Rappelons que cette classification est faite sur la base des études chimiotaxonomiques et génomiques, comparant non seulement la composition de la paroi et l'occurrence des acides mycoliques, mais aussi les profils lipidiques. Alors, l'ordre des actinomycétales regroupe des bactéries commensaux de l'homme et des mammifères au niveau de la peau et des muqueuses. C'est des germes de souillure, mais aussi des pathogènes en médecine vétérinaire et humaine. Donc, il existe des pathogènes opportunistes et des pathogènes stricts. Dans le but de cerner ces pathogènes, on va s'intéresser surtout au sous-ordre numéro 1, appelé actinomycénés, et au troisième sous-ordre, appelé Corynebacteriinae, de l'ordre des actinomycétales. Comme je viens de le dire, le premier sous-ordre est appelé actinomycénés, et il regroupe la famille des actinomycétacées avec trois genres importants. Le genre Actinomys, notamment l'espèce Bovis et Canis, le genre Archanobacterium avec Archanobacterium hemolyticum, et aussi le genre Truperella avec l'espèce Truperella pyogenes, autrefois appelée Corynebacterium pyogène ou encore Actinomys pyogène. Pour le troisième sous-ordre, Corynebacteriinae, on trouve cette famille. Mais on va s'intéresser surtout à trois familles, aux membres des trois familles, à savoir la famille des Corynebacteriaceae, surtout au genre Corynebacterium, à la famille des Mycobacteriaceae et au genre Mycobacterium, à la famille des Nocardiaceae, au genre surtout Rhodococcus. Il existe des corynebactéries appartenant à ce troisième sous-ordre qui ne sont pas classées en famille. L'ordre des actinomycétales est classé au sein de la sous-classe des Actinobacteridae, classe des Actinobacteria et phylum des Actinobacteria. Voici un arbre phylogénétique montrant la position des différents genres appartenant à l'ordre des actinomycétales. Pour permettre aux étudiants de repérer les différents genres ayant un intérêt vétérinaire et éventuellement médical, j'ai utilisé différentes couleurs. Par exemple, j'ai utilisé le rouge pour la famille des Mycobacteriaceae, le bleu pour les Nocardiaceae, le jaune pour les Corynebacteriaceae et le violet pour les Actinomycétacées. J'ai souligné en rouge trois espèces appartenant
au groupe Mycobacterium tuberculosis, genre Mycobacterium, qui est le genre type de la famille des Mycobacteriaceae. Il s'agit des espèces Mycobacterium tuberculosis, agent de la tuberculose chez l'homme, Mycobacterium bovis, qui est responsable d'une zoonose, et enfin Mycobacterium africanum. En bleu, l'espèce Rhodococcus equi qui appartient au genre Rhodococcus et bien sûr à la famille des Nocardiaceae. Il faut souligner que le genre type pour cette famille, c'est le genre Nocardia. Par contre, en jaune, j'ai essayé de souligner quelques espèces responsables d'infections chez l'homme et également chez les animaux. Il s'agit de Corynebacterium pseudotuberculosis, Corynebacterium diphtheriae, agent de la diphtérie chez l'homme, et Corynebacterium pseudodiphtheriticum. Il faut souligner que Corynebacterium diphtheriae et éventuellement pseudotuberculosis et ulcérans constituent le premier groupe parmi les 4 groupes composant le genre Corynebacterium. Enfin, en violet, j'ai souligné l'espèce Truperella pyogène, anciennement appelée Actinomys pyogène et encore plus anciennement appelée Corynebacterium pyogène, appartenant au genre Truperella, qui, avec les genres Actinomys et Archanobacterium, constitue la famille des Actinomycetacées. Les corynéformes se caractérisent sur le plan morphologique comme étant des bacilles droits, rectilignes ou légèrement incurvés, mais souvent assez polymorphes. Ces bactéries peuvent se présenter sous forme de bâtonnets, pouvant former un mycélium abondamment branché. C'est le cas du genre Rhodococcus et des Actinomys. Rhodococcus equi peut se présenter éventuellement sous forme cocoïdaire. Et d'une manière générale, les corynéformes sont ramifiés. Rappelons que le mycélium est un feutrage de filaments enchevêtrés et ramifiés à extension centrifuge du centre de la colonie, évoquant l'appareil végétatif des champignons microscopiques, comme vous pouvez le constater sur cette figure. Les corynéformes sont immobiles, asporulés et souvent acapsulés. Rhodococcus equi, quant à lui, présente une capsule et fait exception. Ces micro-organismes sont gram-positifs et pouvant renfermer des granulations métachromatiques. Et de ce fait, peuvent se colorer régulièrement lors de la coloration classique de Gram. C'est le cas des espèces du genre Corynebacterium, appelées aussi vraies corynébactéries. La présence d'acide mycolique dans la paroi est notée pour les genres Corynebacterium et Rhodococcus. Rappelons que les acides mycoliques sont des constituants importants de la paroi des mycobactéries et de bacilles tuberculeux plus précisément. Les corynéformes sont généralement non acido-résistants à l'exception de Rhodococcus, dont les formes cocoïdaires peuvent présenter une acido-résistance qu'on peut mettre en profit par une coloration spécifique, la coloration de Ziel. Les corynéformes peuvent se présenter sous microscope isolé ou regroupé. Par exemple, pour le genre Corynebacterium,
on constate un mode d'assemblage typique, évoquant l'aspect de palissades ou de lettres d'alphabet. On a tendance à les comparer à des lettres chinoises. Les corinéformes sont généralement catalase plus. C'est le cas de Rhodococcus et des corinébactéries du genre Corynebacterium. Par contre, Truperella ne produit pas de catalase. Les corinéformes sont fermentatifs, sans production de gaz ou oxydatifs. D'ailleurs, Rhodococcus equi peut se multiplier en aérobiose, c'est une bactérie aérobie stricte. Par contre, Corynebacterium pseudotuberculosis ou bien Actinomys pyogène, actuellement appelé Truperella pyogène, sont aéro-anaérobie facultatifs. La culture peut se faire sur des milieux usuels pour Corynebacterium pseudotuberculosis ou exigeant des milieux enrichis pour Truperella pyogène. Elle est faisable à 37 degrés Celsius, optimum de croissance de ces bactéries. Pour ce qui est des facteurs de virulence, on se contente de préciser que Corynebacterium pseudotuberculosis peut sécréter une exotoxine, semblable à la toxine diphtérique sécrétée par Corynebacterium diphtheriae, agent de la diphtérie chez l'homme. J'ai lu une fois que le sociologue et le philosophe français Auguste Comte a dit « On ne connaît bien une science que si l'on en connaît l'histoire ». Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et de commencer l'étude détaillée du genre Corynebacterium, il me semble important en préalable de donner un petit aperçu historique sur les premières contributions d'un certain nombre de chercheurs dont nos connaissances actuelles sur les espèces du genre Corynebacterium. L'histoire du Corynebacterium, et plus exactement de l'espèce Corynebacterium diphtheriae, remonte à l'année 1884, où le chercheur allemand Friedrich Loeffler identifia le bacille de la diphtérie précédemment vu par Klebs dans les fausses membranes issues d'angines diphtériques chez un enfant malade. Et depuis, Corynebacterium diphtheriae est connu sous le nom de bacille de Klebs-Loeffler. Par la suite, en 1888, Roux et Yersin découvrent la toxine diphtérique. Utilisée sous forme d'anatoxine par Ramon en 1928 dans la production du premier vaccin antidiphtérique. D'ailleurs, Ramon transforme la toxine en anatoxine sous l'action combinée du formol à 0,3% et de la chaleur à 37 degrés Celsius pour produire le premier vaccin antidiphtérique. L'anatoxine est non toxique, mais conserve les propriétés antigéniques, c'est-à-dire ça donne naissance à des anticorps neutralisants. Les corynébactéries semblent faire partie de la flore, de la peau et des muqueuses de l'homme et des animaux, en tant que saprophytes. Néanmoins, les bactéries du genre Corynebacterium peuvent présenter un pouvoir pathogène chez l'homme et les animaux et peuvent donner des infections à diverses localisations. Ces bactéries sont aussi présentes dans l'environnement, comme il existe des espèces utiles et utilisées en industrie alimentaire. Généralement, les corynébactéries sont considérées comme des contaminants du prélèvement et de ce fait, peu étudiées jusqu'à ces dernières années. Actuellement, d'importants progrès pour leur classification et leur identification ont été constatés. Les corynébactéries ou les espèces du genre Corynebacterium étaient classées anciennement en 3 groupes. Il s'agit
des groupes Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium pyogène et Corynebacterium saprophyte. Concernant le premier groupe, il s'agit d'agents de la diphtérie qui est pathogène exclusivement pour l'homme dans les conditions naturelles. Quant au deuxième groupe, Corynebacterium pyogène, c'est des pathogènes presque exclusivement pour les animaux. Et enfin, le dernier groupe, Corynebacterium saprophyte. Dans ce groupe-là, les espèces sont groupées sous le vocable de diphtéroïdes. Elles sont mal connues et mal classées. Et comme exemple, on a l'espèce Corynebacterium pseudo-diphtheriticum appartenant à ce groupe. Le genre Corynebacterium possède les mêmes caractéristiques de la famille des Corynebacteriaceae. Par conséquent, il est considéré comme étant le genre type de cette famille. En plus de la famille des Mycobacteriaceae, des Nocardiaceae et de d'autres familles, la famille des Corynebacteriaceae forme le sous-ordre des Corynebacterinae. Classé au sein de l'ordre des actinomycétales, autrefois appelé Corynebacteriales. Actuellement, on compte 4 groupes phylogénétiquement différents au sein du genre Corynebacterium. Dans le premier groupe, regroupe la majorité des individus du genre. Rappelons qu'anciennement, le genre Corynebacterium était classé en 3 groupes. Sur cet arbre phylogénétique, j'ai essayé de surligner en jaune les différentes espèces du genre Corynebacterium ayant un pouvoir pathogène aussi bien pour l'homme que pour les animaux. Je peux citer le groupe diphthérié constitué des 3 espèces Corynebacterium diphthérié agent de la diphtérie, pathogène exclusivement pour l'homme, Corynebacterium ulcerans et Corynebacterium pseudotuberculosis. Je cite aussi Corynebacterium pseudodiphtheriticum, cystidis, striatum, minutissimum, pilosum, urialiticum, geicum et enfin Corynebacterium xerosis. Les espèces du genre Corynebacterium sont responsables d'infections à diverses localisations. Il s'agit d'infections respiratoires, cutanées, urinaires, ganglionnaires et septicémiques. Comme vous pouvez le constater, sur cet arbre phylogénétique, j'ai essayé de marquer les différentes espèces responsables de ces infections tout en utilisant différentes couleurs. Le rouge, par exemple, pour les infections respiratoires, le jaune pour les infections cutanées, et ainsi de suite. Comme espèce responsable d'infections respiratoires et que j'ai marqué en rouge, je peux citer l'espèce Corynebacterium pseudodiphtheriticum, l'espèce Corynebacterium xerosis et enfin l'espèce Corynebacterium striatum. Comme espèce responsable d'infections cutanées, j'ai repéré avec le jaune les espèces Corynebacterium minutissimum, Corynebacterium xerosis et Corynebacterium striatum. Pour ce qui est des infections urinaires, et avec le bleu, j'ai marqué les espèces Urialiticum, cystidis et pilosum. Concernant les infections ganglionnaires, et avec le vert, j'ai marqué l'espèce Corynebacterium pseudotuberculosis. Enfin, pour ce qui est des infections septicémiques, j'ai encerclé
l'espèce Corynebacterium geicum en violet. Sur cette photographie de microscopie électronique, on aperçoit une corynébactérie avec sa forme caractéristique en massue. On commence en premier lieu par étudier le pouvoir pathogène de l'espèce Corynebacterium pseudotuberculosis. Comme je viens de l'évoquer tout à l'heure, cette espèce est responsable surtout d'infections ganglionnaires. Mais d'autres phénomènes pathologiques ont été attribués à Corynebacterium pseudotuberculosis. L'infection à Corynebacterium pseudotuberculosis est fréquente chez les animaux. Par exemple, elle est fréquente chez les ruminants, chez les chevaux, chez les camélidés et notamment chez les cervidés. Chez ces animaux, elle est responsable de lymphadénite caséeuse, d'abcès sous-cutanés, de plaies ulcérées, de mammites et plus rarement d'atteintes viscérales profondes. De rares cas d'infections humaines ont été observés, surtout chez des personnes en contact avec des animaux infectés. Chez l'homme, et en dehors de Corynebacterium diphtheriae, le gène de la toxine diphtérique peut être porté par deux autres espèces du genre Corynebacterium. Il s'agit de Corynebacterium pseudotuberculosis et de Corynebacterium ulcerans. Si une de ces bactéries porte le gène, il s'agit alors d'une nouvelle définition de la diphtérie chez l'homme. L'infection à Corynebacterium pseudotuberculosis ou même à Corynebacterium ulcerans est une zoonose et l'homme semble être un hôte occasionnel sans transmission interhumaine prouvée jusqu'à présent. Alors il semble, comme je viens de le dire, qu'il s'agit d'une zoonose ou d'une anthropozoonose, dont les personnes en contact avec des animaux infectés sont les plus touchées. Je peux citer les bouchers, les fermiers, les tondeurs de moutons, les vétérinaires et le personnel des laboratoires de diagnostic. Néanmoins, la maladie n'est pas reconnue comme étant une maladie professionnelle chez l'homme. L'infection chez l'homme se traduit surtout par des lymphadénites et des abcès, avec des lésions granulomateuses, nécrosantes et suppurées du point de vue anatomopathologique. Elle peut se manifester aussi par des pneumonies, des arthrites et des infections oculaires, mais bien sûr à moindre fréquence. Tandis que l'atteinte viscérale reste exceptionnelle et semble suggérer un passage systémique à travers bien sûr le sang de la bactérie. Donc, en résumé, Corynebacterium pseudotuberculosis est à l'origine surtout de lymphadénite ou d'abcès, aussi bien chez l'homme que chez les animaux. La contamination se fait à l'occasion d'une effraction cutanée, par exemple lors de l'attente chez le mouton. Les animaux porteurs d'abcès cutanés superficiels constituent la principale source du germe et contribuent d'une manière importante à la contamination des animaux sains et éventuellement de l'environnement. Vu que la bactérie est dotée d'une résistance remarquable pouvant aller jusqu'à 55 jours dans le milieu extérieur. Pour ce qui est des animaux porteurs d'abcès pulmonaires, les abcès pulmonaires rompus peuvent constituer également une source de contamination. Et cela se fait surtout par le biais des sécrétions respiratoires contenant le germe et éliminé lors de la toux. Après avoir étudié le pouvoir pathogène de Corynebacterium pseudotuberculosis, on passe maintenant à l'étude d'une autre corynéforme anciennement classée au sein de la famille des Corynebacteriaceae. Il s'agit de Truperella pyogène. Cette bactérie a été nommée ainsi en l'honneur d'un chercheur allemand appelé Hans Trüper. Rappelons que Truperella pyogène
ou anciennement appelée Actinomyces pyogène, est une bactérie qui se présente sous forme d'un bâtonnet gram-positif, immobile et bien évidemment non sporulé. En ce qui concerne la culture, cette bactérie donne sur gélose au sang de cheval, cultivée à 37 degrés Celsius, en présence de 5% de dioxyde de carbone, des colonies de petite taille, blanchâtres, opaques et luisantes, avec une franche zone d'hémolyse totale ou bien une hémolyse bêta tout autour des colonies, comme vous pouvez le voir sur cette photographie. Au fil des années, plusieurs appellations ont été attribuées à cette bactérie. Par exemple, elle a été appelée Bacillus pyogène, Corynebacterium pyogène, Actinomyces pyogène et même Archanobacterium pyogène. Mais l'appellation actuelle est Truperella pyogène. Truperella pyogène est actuellement classée dans le premier sous-ordre Actinomycinae de l'ordre des Actinomycétales. Elle est classée au sein de la famille des Actinomycétacées et anciennement classée au sein du genre Actinomyces, d'où l'appellation Actinomyces pyogène. Par la suite, la bactérie a été déplacée au sein du genre Archanobacterium, d'où également l'appellation Archanobacterium pyogène, pour finir dans le nouveau genre Truperella. Truperella pyogène ou Actinomyces pyogène est une bactérie ubiquitaire, fréquemment isolée au niveau de la peau et des muqueuses, des voies respiratoires supérieures, urogénitales et gastro-intestinales des animaux. La bactérie a été également isolée des ustensiles utilisés lors de la traite. La bactérie a été également rapportée comme étant saprophyte des sols et des fumiers. Malgré le fait que Truperella pyogène est une bactérie commensale chez les ruminants, de multiples infections ont été attribuées chez les animaux domestiques, incluant surtout les suppurations. Il s'agit donc d'un germe pyogène par excellence. La bactérie est à l'origine d'abcès chez les ruminants, surtout les petits ruminants. Du fait du comportement opportuniste de Truperella pyogène, plusieurs manifestations cliniques incluant les mammifères, les pneumonies, les métrites, les arthrites suppurées, les infections ombilicales et beaucoup d'autres infections ont été observées. Il est à noter que les mammifères chez les génisses et chez les vaches taries sont très fréquemment observés au niveau des fermes de vaches laitières suite à une infection par Truperella pyogène. Cependant, des infections causées par Truperella pyogène ne sont pas assez fréquentes chez les animaux de compagnie, étant donné qu'il s'agit d'une bactérie qui ne fait pas partie de la flore normale de ces animaux. Concernant l'homme, l'infection est limitée surtout à une exposition professionnelle. Comme je viens déjà de le mentionner, chez les bovins et les porcins, Truperella pyogène est souvent responsable de suppuration. Et très souvent, elle est impliquée dans les mammites de vaches laitières et de chèvres. Les formes les plus graves de mammites observées suite à une infection mammaire causée par Truperella pyogène, c'est les mammites suppuratives et les mammites d'été. Malgré le fait que les lymphadénites chez les ovins sont fréquemment causées par
Corynebacterium pseudotuberculosis, mais cela n'exclut pas la possibilité d'observer des lymphadénites dues à Trupperella pyogène chez ces animaux. Les métrites sont des infections aussi causées par Trupperella pyogène chez les femelles de l'espèce bovine, donc les vaches, les brebis, les chèvres, les juments, et elles sont aussi à l'origine de troubles de fertilité et éventuellement d'avortement chez la vache. Les boiteries sont aussi observées suite à une infection par Trupperella pyogène, surtout chez les moutons et la dinde. D'autres infections telles que les endocardites, les pneumonies chez les ovins et les caprins, les cystites chez les bovins sont aussi possibles suite à une infection causée par Actinomyces pyogène ou bien Trupperella pyogène. Trupperella pyogène peut aussi être un agent d'infection secondaire au cours de certaines pathologies, telles que par exemple la stomatite pustuleuse contagieuse du mouton et la galaxie contagieuse. La troisième corinéforme à étudier dans cette vidéo et en intérêt vétérinaire est Rhodococcus equi. Cette bactérie est à l'origine d'abcès pulmonaires granulomateuses typiques chez le poulain, comme vous pouvez le voir sur cette photo de poumon chez un poulain souffrant d'infection causée par Rhodococcus equi. Rhodococcus equi appartient à l'ordre des actinomycétales et au troisième sous-ordre Corynebacterinae. Rhodococcus equi constitue avec le genre Nocardia la famille Nocardiaceae. Il existe également d'autres genres appartenant à cette famille. En plus de la famille des Nocardiaceae, on trouve la famille des Mycobacteriaceae avec le genre type Mycobacterium, qui englobe les bactéries responsables de la tuberculose chez l'homme et chez les animaux. Également, on a la famille des Corynebacteriaceae avec le genre type Corynebacterium. Il existe également des Corynebacterinae non classés. Cette information a été déjà donnée au début de cette vidéo. Concernant le pouvoir pathogène de Rhodococcus equi, sur cette diapositive, la photographie à droite de l'écran correspond à une colite pyogranulomateuse chez le poulain causée par Rhodococcus equi. En revanche, la photographie à gauche de l'écran correspond à une coupe transversale d'un poumon de poulain et montrant une pneumonie pyogranulomateuse causée par Rhodococcus equi. Il est à noter que cette dernière infection est très fréquente chez les équidés, et plus exactement chez les jeunes équidés, c'est-à-dire chez le poulain. En plus des problèmes pulmonaires, on peut observer des désordres extra-pulmonaires tels que la colite, dont je viens d'en parler, mais également on peut constater surtout chez les équidés ce qu'on appelle les polysynovites, c'est-à-dire une inflammation de plusieurs membranes synoviales. La synoviale correspond au tissu mince transparent qui double la face interne de la capsule articulaire et qui a comme rôle de sécréter la synovie. Et la synovie, on sait que c'est un liquide lubrifiant l'articulation, ce qui facilite justement la mobilité. Comme je viens de le dire, en plus de cette polysynovite, on peut également observer comme désordre extra-pulmonaire des abcès abdominaux pyogranulomateux, comme on peut observer également des entérocolites, comme vous pouvez le voir sur la première photographie, et on peut également observer des lymphadénites mésentériques et éventuellement des péritonites
Concernant le diagnostic bactériologique des corynebactéries, ce dernier est assez mal caractérisé, surtout que les corynebactéries ne comprennent pas uniquement les espèces du genre Corynebacterium ou les genres de la famille des Corynebacteriaceae, mais par extension comprend également des genres tels que Actinomyces, Truperella, Archanobacterium, Rhodococcus et beaucoup d'autres genres que je ne vais pas citer maintenant. Et de ce fait, comme je viens de le dire, le diagnostic direct est assez mal caractérisé. L'identification est basée non seulement sur les caractères microscopiques des bactéries, les caractères culturaux, notamment l'aspect et la pigmentation des colonies, mais aussi sur les résultats des tests biochimiques, surtout le test catalase, oxydase, les tests de nitrate réductase, de l'uréase et de la fermentation des sucres. Rappelons, en ce qui concerne le test catalase, que ce dernier est négatif pour Truperella pyogène et positif pour Rhodococcus equi et Corynebacterium pseudotuberculosis. Pour le diagnostic bactériologique des corynebactéries, on a souvent recours au test CAMP, C-A-M-P. Ce test est utilisé pour mettre en évidence un caractère de culture très important pour le diagnostic. Il s'agit de l'hémolyse. Surtout au cas où il y aurait une difficulté à visualiser l'hémolyse ou dans les cas litigieux. Ce test, permet une meilleure distinction entre les souches hémolytiques et non hémolytiques. Il est souvent effectué à l'aide de deux souches de référence, Staphylococcus aureus et Rhodococcus equi. La souche bactérienne à tester est ensemencée en ligne droite perpendiculaire à la ligne de S. aureus, tout en laissant un espace de quelques millimètres entre les deux traînées. Plusieurs organismes peuvent être testés en même temps sur une seule boîte, comme vous pouvez le voir sur cette figure. L'incubation se fait à 37 degrés Celsius en aérobiose pendant 24 à 48 heures. Et après incubation de la gélosa au sang ensemencé, on observe une accentuation de l'hémolyse, en cas bien sûr de présence d'hémolyse, tout autour de la zone adjacente perpendiculaire à la strie de Staphylococcus aureus, en donnant une forme caractéristique de pelle ou d'une brèche, comme l'indique cette figure. Concernant le test CAMP, et comme vous pouvez le constater sur cette figure, on observe à la fois une accentuation de la zone de l'hémolyse autour de la zone perpendiculaire à la strie de Staphylococcus aureus, et aussi une deuxième accentuation de l'hémolyse au niveau ou autour de la zone adjacente perpendiculaire à la strie de Corynebacterium pseudotuberculosis. Cela est expliqué par le fait que la phospholipase de Rhodococcus equi améliore l'activité hémolytique de l'hémolyse bêta de Staphylococcus aureus et aussi de la phospholipase C de Corynebacterium pseudotuberculosis. Dans le cadre du diagnostic bactériologique, on peut également faire recours à l'inoculation expérimentale des animaux de laboratoire. Pour le diagnostic bactériologique, toujours, une galerie miniaturisée peut faciliter l'identification pas de toutes les souches, mais néanmoins d'une bonne partie de ces souches est utilisée. Il s'agit de la galerie corinée, donc galerie miniaturisée ou galerie API corinée.
D'une manière générale, pour interpréter la mise en évidence d'une corynébactérie et donner à sa présence une signification pathologique, il faut tenir compte d'un certain nombre de prélèvements. Je cite en premier lieu la nature du prélèvement, c'est-à-dire si c'est un prélèvement qui provient d'une cavité fermée, par exemple abcès, fermée, ou d'une cavité ouverte, et je cite par exemple des lésions cutanées. Il faut également tenir compte des données bactériologiques, le fait d'isoler la bactérie en culture pure ou bien largement dominante, ça peut avoir une signification pathologique, le fait également d'isoler la bactérie à l'examen direct, c'est-à-dire après coloration réalisée à partir du prélèvement, et également le fait d'isoler d'une manière répétée la même bactérie, tout cela donne une signification pathologique à la présence de la corynébactérie en question. Cela est justement important vu qu'il existe encore des corynéformes contaminants. L'identification de ces genres peut être suggérée à partir de quelques tests simples. 4 tests suffisent d'une manière générale pour l'identification de ces genres. Il s'agit, premièrement, de la croissance ou non sur milieu ordinaire. Deuxièmement, de la réduction ou non du nitrate en nitrite. NO3 réduit en NO2. Troisièmement, la fermentation ou non des sucres et la nature des sucres fermentés. Enfin, quatrièmement, le pouvoir pathogène développé suite à l'inoculation intrapéritonéale au cobaye. Les premiers tests à étudier sont les fermentations des sucres. Dans le cas d'absence totale de fermentation de sucre, notamment du glucose et du magnétol, on doit faire le test du nitrate réductase. S'il y a réduction du nitrate en nitrite, il s'agit de Rhodococcus equi. Dans le cas contraire, il peut s'agir d'une corynébactérie appelée Corynebacterium bovis. En cas de fermentation de sucre, on doit revoir si la culture de la bactérie à tester était positive ou non sur une gélose ordinaire. Dans le cas où la culture est négative sur une gélose ordinaire, c'est-à-dire qu'il s'agit dans ce cas-là d'une bactérie exigeante, fort possible qu'il s'agit de Actinomyces pyogène, actuellement appelé Truperella pyogène. Dans le cas contraire, c'est-à-dire la culture est positive sur milieu ordinaire et la bactérie en question est non exigeante, dans ce cas-là, il faut revoir les sucres fermentés. Dans le cas où seul le glucose est fermenté, il s'agit d'une corynébactérie considérée souvent comme étant non pathogène. C'est le cas de Corynebacterium renale. Si plusieurs sucres sont fermentés, une attention particulière sera accordée au magnétol. Si cette dernière sucre n'est pas fermentée, le recours à l'inoculation in vitro au cobaye s'avère nécessaire. Si la bactérie est pathogène pour le cobaye, il peut s'agir dans ce cas-là du Corynebacterium pseudotuberculosis. Dans le cas où c'est non pathogène, pour le cobaye, il peut s'agir de Corynebacterium murium. Maintenant, dans le cas où il y a fermentation du magnétol, il peut s'agir d'une corynébactérie appelée Corynebacterium muricepticum. Les bactéries sont réputées par leur sensibilité vis-à-vis des antibiotiques, mais il est à noter que d'une forte prévalence de résistance a été observée surtout pour Rhodococcus equi chez les équidés et notamment pour Truperella pyogène ou Actinomyces pyogène lors des mammites chez les vaches laitières. Cette dernière bactérie a fait l'objet de plusieurs travaux concernant la résistance observée vis-à-vis de traitement de mammites cliniques chez la vache laitière.
En terminant ce cours, je tiens à vous remercier de m'avoir écouté et je me réjouis déjà d'avance à l'idée de vous rencontrer prochainement sur les bancs des amphis à l'ISVK. Merci.